Allez, plus qu'une petite minute, quelques même 60 secondes. J'ai l'impression que c'est forcément plus rapide quand on compte en secondes, avant que ce tribunal pour les générations futures s'ouvre avec cette question forte, presque polémique, provocatrice. Faut-il dissoudre la France? Voilà qui donne envie pour ce festival. Et maintenant, faut-il dissoudre la France? Je crois avoir aperçu au loin Nora Hamadi qui officie sur l'antenne de France Culture et qui sera surtout ce soir présidente, parce que je crois que quand ces personnes vont arriver ici sur scène, elles ne seront plus définies par leur identité civile, mais bien par leur personnage. Et je crois qu'on peut y aller. Alors je vais vous demander peut-être tous avec moi de faire 3, 2, 1, go. Vous êtes prêts à faire ça avec moi ou pas? Non, vous êtes prêts à faire ça avec moi ou pas? Ok. Alors vous êtes prêts, je dis 3, vous dites 2, 1 et vous dites go. Ok, je peux compter sur vous? 3 C'est parti. Pour ou contre l'immortalité? Faut-il une bonne écriture verte? Veut-on vraiment d'un revenu universel? Coloniser l'espace est-il moral? Ouzbek Erika présente le tribunal pour les générations futures. Une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer le monde qui vient, en débattant des grands enjeux d'avenir. Témoins, avocats, procureurs, ils sont là pour vous éclairer, vous convaincre, pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors soyez attentifs et surtout restez ouverts, car les générations futures comptent sur votre verdict. Ce contre nous pas va. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Voilà ce que doit être la France. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Je vous ai compris. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette audience du Tribunal pour les générations futures, une audience, cher public, dont vous serez le jury. Vous allez vite vous en rendre compte, le Tribunal pour les générations futures est une juridiction un peu particulière. Ici, point de plaignants, de parties civiles ou de victimes, pour la bonne et simple raison que ces dernières ne sont pas encore de ce monde. Au Tribunal pour les générations futures, les questions débattues le sont dans l'intérêt de vos descendants. C'est donc dans l'espoir de leur offrir un avenir meilleur que nous allons juger aujourd'hui l'affaire suivante: faut-il dissoudre la France? Voilà des mots qui heurtent. Prenons donc un instant pour rappeler les faits. Historiquement, les Français n'ont jamais eu pour habitude de solder leurs désaccords dans le calme, vous le savez. Empiriquement, nous sommes réputés pour une conception toute particulière du dialogue social qui passe par la rue, par des pancartes, par des slogans. Politiquement, enfin, les périodes électorales sont toujours propices aux éclats, aux propos outranciers et aux indignations surjouées. Suivez mon regard. Pourtant, depuis quelque temps, le fond de l'air nous effraie. Plus une journée ne passe sans que la France ne se retrouve coupée en deux, voire plus, par un débat sur les évolutions de la langue, le menu des cantines, le port du masque ou la tenue des collégiennes. Et à mesure que les enjeux augmentent, ces clivages s'incarnent en véritables affrontements. Le débat autour de la gestion de la crise sanitaire dérape en guerre de croyances. Les discours de minorités demandant une égalité réelle sont vécus par certains comme des injures à la République. Les manifestations des Gilets jaunes ont parfois donné lieu à des scènes de guérillas urbaines, gommant ainsi l'expression de leurs sentiments réels d'abandon, et j'en passe. Face à la répétition,
l'ampleur et la durée inédite de ces crises, nos institutions semblent dépassées. Selon l'enquête 2021 des fractures françaises d'Ipsos Soprasteria pour le Monde, seuls 31% des Français considèrent que leurs idées sont suffisamment représentées dans le système démocratique et seuls 68% des Français considèrent la démocratie comme le meilleur des systèmes. Bref, défiance partout, dialogue nulle part. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, notre capacité à faire société n'a semblé aussi fragile. C'est sur la base de ce constat que le ministère civil, représenté aujourd'hui par le procureur, Louis Spino, propose, dans l'intérêt des générations futures, de dissoudre la France. Monsieur le procureur, si je comprends bien, le parquet estime que nous sommes arrivés à un stade irrémédiable d'incompréhension mutuelle et d'adversité. Vous arguez qu'il serait donc plus sage d'en finir avec l'unité France et de réfléchir à de nouvelles échelles plus fonctionnelles de vivre ensemble. Vous proposez en quelque sorte la liquidation administrative de notre pays. C'est grossièrement résumé, Madame la Présidente, mais c'est ça. Grossièrement résumé, très bien. Bon, écoutez, vous aurez tout loisir de développer, mon procureur, et vous avez intérêt à le bien le faire, puisque pour vous faire face, la France a recruté 2 avocats, et non des moindres. Maître Charlotte de Cocker, Maître Alexandre Kouchner, vous vous opposez à la motion du parquet, dont vous défendez qu'elle est non seulement irresponsable, mais également mal avisée, car étant le résultat d'une mauvaise interprétation des colères françaises. Est-ce que c'est bien cela? Effectivement, Madame la Présidente, nous voyons dans ces colères l'expression d'une volonté farouche, mais partagée, d'améliorer le destin de la France. Et à toutes fins utiles, je rappelle, Maître de Cocker, que vous êtes avocate au barreau de Bruxelles, en Belgique. Effectivement. Maître Alexandre Kouchner. Nous voyons surtout dans cette question pointer les lubies fascistes d'un ministère public qui, visiblement, sniffe en cachette la colle à relier de torchons d'un certain polémiste d'extrême droite en promotion d'un mauvais livre. Tout en subtilité. Merci, Maître. Pour en terminer avec les présentations, notre cours sera complété par un 4e membre, notre greffier, le dessinateur Xavier Gors, qui rendra compte des débats de sa plume acérée. Bien. Mesdames et messieurs du public, vous serez le jury de cette affaire. À l'issue de la séance, c'est vous qui aurez la lourde tâche de prononcer un verdict. Faut-il ou non, dans l'intérêt des générations futures, dissoudre la France? Pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée, nous allons appeler à la barre plusieurs témoins. Et la présidente se réserve le droit d'interroger le premier d'entre eux. J'appelle à la barre Madame Vaïjou Naravan. Merci, Madame la Présidente. Madame Naravan, bonjour. La Cour vous remercie de votre présence. Alors, Madame Naravan, vous êtes la correspondante pour l'Europe du quotidien indien The Hindu. Est-ce bien cela? Ça a changé depuis. Je suis la fondatrice et une des éditorialistes pour un site web très indépendant qui s'appelle The Wire. Alors, depuis combien de temps êtes-vous correspondante étrangère en France? Depuis 1981, en tant que très jeune journaliste, j'étais envoyée ici pour couvrir la campagne de François Mitterrand. Et on avait dit qu'après 38 années de reine conservatrice, on allait peut-être élire un socialiste. Alors, depuis que vous êtes en France, vous avez donc été témoin des grandes grèves de 1995. Ah, mais attendez, madame, avant que je passe aux questions, il faut, s'il vous plaît, jurer de vous exprimer aujourd'hui dans l'intérêt des générations futures. Je jure. Alors, depuis que vous êtes en France, je le disais, vous avez donc été témoin des grandes grèves de 1995, des révoltes de 2005, des Gilets jaunes. Est-ce que vous diriez que nous assistons aux mêmes colères depuis 30 ans? Non, je ne crois pas. J'ai assisté aussi à cette grande lutte pour l'école libre et je trouvais autrefois, même dans les émeutes de 2005, que j'ai pu couvrir d'une manière assez extraordinaire parce que j'étais noire. Je venais d'un pays qui avait les films de Bollywood, donc en quelque sorte, je pouvais parler avec les jeunes des cités et mes confrères blancs, journalistes français,
ne pouvaient pas y mettre pied. Donc j'ai pu avoir une espèce de perspective sur ce qui se passait dans les cités, et j'ai trouvé aussi qu'à l'époque, la population française était beaucoup plus compréhensive vis-à-vis les aspirations des jeunes, leur sentiment d'être mis à côté, de traiter comme des beaux enfants par la mère République française. Je crois que depuis les Gilets jaunes, il y a une espèce de morcellement, il n'y a pas cette notion de solidarité qui a disparu, et il y a un peur de déclassement social qui est très, très, très net. Ça me rappelle beaucoup le système des castes en Inde, qu'on a décrit un petit peu comme inégalité gradée. Donc, celui qui est au milieu a quelqu'un plus en bas, et celui qui est en bas a quelqu'un qui est encore plus en bas. Mais justement, c'est ma deuxième question, Vaishjana Ravan. Vous êtes citoyenne indienne. En quoi cette situation politique en Inde contemporaine est-elle un exemple en fait, de ce à quoi peuvent mener les fractures au sein d'une population, surtout quand elles sont instrumentalisées? C'est un exemple à ne pas suivre. L'Inde est vraiment dans une position extraordinairement précaire aujourd'hui, avec un gouvernement qui est sur la bonne voie de l'autoritarisme. On est en train de détruire complètement les bases de la démocratie et cette constitution séculaire qu'on a héritée des leaders indépendantistes. Et effectivement, on est en train de mettre les hindous contre les autres minorités en Inde. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 200 millions de musulmans en Inde. Ils font 15%, presque 15% de la population. Et je voudrais quand même signaler ici que les musulmans en Inde, il y a un islam beaucoup plus soft que celui que vous trouverez en Arabie Saoudite ou autre. En fait, il y a une espèce de mélange de religions en Inde, et qui a été toujours notre force, qui a permis l'Inde d'avoir ce miracle démocratique, parce que depuis Israël jusqu'à Australie, vous avez pratiquement aucune autre démocratie sauf l'Inde. Et on est presque 4 milliards d'âmes. Alors c'est un exercice extraordinairement difficile d'avoir une élection démocratique bien nette, honnête, sans fraude ou presque sans fraude, tous les 5 ans. Et nous, on a réussi. Et c'est ça le miracle de la démocratie indienne qu'on est en train de détruire en introduisant cet aspect que l'Inde est pour les hindous, que les musulmans doivent devenir les citoyens de seconde zone, ainsi que les presque 40 millions de chrétiens et des autres religions qui sont présents sur le sol indien. C'est vraiment une instrumentalisation de la démocratie qui est en train de se passer en Inde, et je le regrette infiniment. Il faut que la France se garde contre ces tendances ficiparieuses qui vont déchirer le tissu de ce beau pays. Ce qui veut dire, à vous entendre, que les Français ont raison de s'alarmer des tensions qui les traversent. Absolument. Je crois que la situation commence à devenir préoccupante. Elle n'est pas encore aussi clivée qu'aux États-Unis. On n'a pas encore dressé les uns contre les autres. Mais il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle « La tyrannie du mérite », qui a été écrit par le grand philosophe américain Michael Sandel, traduit en France chez Albin Michel, je crois. Et vraiment, on parle de ces nouveaux élites qui font partie de 1% ou 2% de la population bardée de diplômes et qui disent aux gens qui sont tout à fait en bas, si vous êtes en bas, c'est parce que vous le méritez, parce que nous avons travaillé, on a gagné nos diplômes et on a le droit de régner sur vous. Et je crois que c'est cet état d'esprit et cet état d'âme qui est vraiment à lamenter. Il faut plus d'inclusion, plus de solidarité. Il faut renforcer les liens qui lient les uns et les autres. Merci beaucoup, Madame Naravan. Merci. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci pour ce témoignage. Merci.
J'appelle à la barre notre second témoin, Monsieur Arnaud Zegerman. Monsieur Zegerman, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rappeler à notre jury en quelle qualité vous avez été convoqué aujourd'hui? Bonjour, je suis Arnaud Zegerman. Je suis invité en tant que sociologue. En tant que sociologue, merci beaucoup. Pouvez-vous jurer de vous exprimer, vous aussi, dans l'intérêt des générations futures? Si c'est le cas, Monsieur Zegerman, je vous invite à lever votre main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Madame la Présidente, nous demandons avec mon collègue si nous pourrions interroger ce témoin en premier, s'il vous plaît. Je crois qu'on a déjà beaucoup trop entendu les mots fracture, incompréhension et déchirement. Écoutez, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Monsieur le procureur? Je m'en fiche, Madame la Présidente. Alors, parlez correctement, s'il vous plaît. Ceci est une cour, vous avez un jury. Peu me chaud, Madame la Présidente. Je vous en suis gré. Eh bien, écoutez, le témoin est à vous, maître. Merci. Monsieur Zegerman, bonjour. Vous venez de publier avec Thierry Keller un livre qui s'appelle « Entre déclin et grandeur, regard des Français sur leur pays », une grande étude dans laquelle vous avez interrogé les Français sur ce qu'ils pensent notamment de leur pays. Est-ce qu'ils y sont malheureux, les Français? Non, ils ne sont pas malheureux. Et effectivement, on doit justifier le fait qu'ils ne soient pas malheureux parce que ça semble contre-intuitif. On a demandé aux Français s'ils se sentaient bien. On a 80% des Français, plus de 8 sur 10, qui expliquent se sentir bien en France. J'ai même les chiffres, j'ai gardé mon anti-sèche. 82% des Français estiment que vivre en France est agréable. C'est un diagnostic contre-intuitif parce qu'effectivement, on a posé notre stéthoscope un petit peu partout sur la France et tout ce qu'on mesure, effectivement, est en décalage avec un discours ambiant qui est effectivement à la fois morose et à la fois très inquiet. Alors pour ce qui est du vivre ensemble, par contre, peut-être que chacun est heureux chez soi, mais est-ce qu'il veut être heureux avec les autres aussi? Est-ce que les Français ont envie de vivre ensemble? Oui, ils ont envie de vivre ensemble. Alors, les Français, je vais faire une métaphore, c'est un peu comme une famille au moment du dîner. Il y a celui qui veut son steak frites, il y a le vegan, il y a celui ou celle qui fait un régime, et puis il y a celui ou celle qui préfère rester devant les jeux vidéo. Donc au final, personne n'a envie d'aller dîner. Mais au fond, si on ne fait plus de dîner, ils sont malheureux. Aujourd'hui, effectivement, il y a cette difficulté à savoir comment faire pour être ensemble, mais l'envie est très forte. L'envie, elle est pour plus de 7 Français sur 10, cette envie d'être ensemble. Donc c'est extrêmement majoritaire. Alors votre livre s'appelle quand même « Entre déclin et grandeur », il y a quand même le mot « déclin ». Ce sentiment de déclin de la France que vous décrivez, donc, à quoi est-ce qu'il est dû? Alors, il y a plusieurs hypothèses. On pourrait se dire, première hypothèse, prenons les indicateurs économiques, les indicateurs les plus rationnels possibles. Est-ce qu'on voit un déclin? C'est compliqué. C'est compliqué de dire qu'un pays est en déclin, à part s'il s'effondre. En tout cas, pour ce qui est des indicateurs économiques, on peut en discuter pendant des heures. La France ne s'effondre pas. On peut parler tout au mieux ou tout au pire d'un déclassement. En revanche, effectivement, on a une hypothèse. Cette hypothèse, c'est qu'en France, on surjoue la grandeur. On se réfère constamment à notre passé glorieux. À force de se référer à notre passé glorieux, on ne peut être que déçu. Parce qu'effectivement, ce n'est pas à l'issue du prochain quinquennat, voire de 2 autres quinquennats, que la France va pouvoir faire la morale aux États-Unis ou à la Chine. Donc effectivement, cette idée de grandeur, on a le sentiment qu'elle nous paralyse. Alors finalement, qu'est-ce qui rassemble les Français? Pour les Français, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot France? Alors, ils mettent beaucoup de choses. En revanche, effectivement, il y a 2 points qui me semblent importants par rapport à ça. Le premier, c'est le système de protection sociale. C'est quelque chose de fondamental pour les Français. C'est ce qui les rassemble. On a écrit un premier livre avec Thierry Keller, mon co-auteur, et effectivement, on avait demandé aux Français qu'est-ce qui nous rassemble le plus en mettant plein de propositions. Le système de protection sociale est notre socle commun. Le deuxième... La Sécu, quoi. Pardon ? La Sécu. La Sécu. La Sécu. La Sécu, effectivement, on est en France. Vous allez à l'hôpital, on ne vous demande pas votre carte bleue. C'est effectivement votre carte de sécu. En revanche, effectivement, deuxième point, on parle de la sécu. Qu'est-ce qui réunit les Français? L'hédonisme, le mode de vie. Cette manière de vivre très particulière, on considère que c'est singulier, je ne sais pas si c'est singulier, mais les Français considèrent que ça ne se trouve pas de la même manière ailleurs. Donc on revient au steak frites finalement. Exactement. Merci Arnaud Zegerman, j'en ai fini Madame la Présidente. Merci maître, monsieur le procureur. Le témoin est à vous. Monsieur Zegerman, que les Français veuillent au plus profond d'eux-mêmes que règne partout sur Terre la félicité pour les siècles des siècles et qu'il y ait du vin rouge, c'est très intéressant. Cependant,
ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir s'ils sont unis, les Français. Alors je vous le demande, se sentent-ils unis, les Français? Alors on leur a posé la question. Est-ce qu'ils se sentent unis? Et qu'ont-ils répondu? Alors, on leur a demandé, je vous cite, les chiffres exacts, parce que c'est important d'être précis avec les statistiques. 88% des Français se sentent chanceux de vivre en France. Quasiment 9 Français sur 10. 7 Français sur 10 estiment que la France fait envie. Alors, effectivement, on peut se dire, est-ce que ça signifie être unis? On a une étude de nos confrères, puisque cette étude, on l'a réalisée nous-mêmes, nos confrères de Kantar. 83% déclarent que l'on doit se serrer les coudes et faire face aux problèmes ensemble. On est dans un pays dans lequel les Français aspirent à l'unité, mais ils ne savent pas trop comment faire. Donc on peut parler d'hyper-anxiété. Les Français sont très anxieux face à l'avenir. Mais quand vous êtes anxieux, ça ne veut pas dire que vous êtes mort. D'accord, mais ma question était, les Français ont-ils le sentiment de vivre dans un pays uni? Il me semble que ce chiffre, il existe. Alors oui, effectivement, ce chiffre existe. Est-ce qu'ils sont unis? 63% disent non. Effectivement. Mais ils le déplorent. Ce n'est pas la même chose de le déplorer. Ils souhaitent aller vers cette union. Tant mieux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des monstres, c'est déjà rassurant. Sous mes dehors austères, moi aussi, j'ai un cœur qui bat, Monsieur Zegerman. J'en suis certain. Alors, quid de l'amour? Parlons un peu d'amour, si vous voulez bien. Les Français se sentent-ils aimés par la France? Ont-ils le sentiment que leur État, leur gouvernement, leurs institutions prennent soin d'eux? Je ne vais pas parler de défiance, on parle toujours de défiance, mais on le sait bien, les Français sont avant tout défiants. En fait, je me suis posé la question, comment, au-delà des statistiques, comment se sentent les Français? Je vais faire une métaphore, je vais vous parler de mon fils. Vous êtes encore en train d'esquiver un peu ma question, mais allez-y, parlez-moi de votre fils. Je peux vous donner des statistiques pendant des heures si vous voulez, je vais vous parler de mon fils. Mon fils, tous les mercredis, je l'emmène au foot. Mon téléphone sonne, j'ai du boulot, je vais le regarder pendant 1 heure jouer au foot. Il fait des passes n'importe comment, il n'a jamais marqué un but. Mais quand je le ramène, il me dit « T'étais sur ton téléphone quand tu m'as emmené au foot ». Moi, en tant que père, je me dis « Merde, il pourrait tenir compte du fait quand même que je l'ai emmené au foot, que j'ai pris sur moi, que j'ai pris de mon temps. » Mais où va-t-il, Madame la Présidente? À la vérité, monsieur le Oui, procureur. à la vérité. Elle semble lointaine. Laissez terminer notre témoin, s'il vous plaît. En fait, les Français, sont comme mon fils. Ils ont le sentiment qu'on ne s'occupe pas assez d'eux. Ils aimeraient qu'on les prenne davantage par la main. En France, effectivement, on a cette culture d'un État qui est fort, d'un État-providence. On aimerait que l'État soit partout. Il l'est, mais on ne le voit pas forcément. Il l'est? Il l'est. Restons-en là. Très bien. Est-ce que... C'est terrible. Je suis un petit peu frustré de cette question. Je pensais qu'on allait quelque part... Alors le temps file, monsieur le procureur, très bien, je vous serais gré d'avancer. Madame la Présidente. Vous voulez des chiffres? Non, gardez vos chiffres, puisque vous ne voulez pas me les donner. Est-ce que les Français, s'ils ont le sentiment de se faire aimer par leur État, est-ce qu'ils ont le sentiment qu'on leur donne une direction, par ailleurs? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'aller quelque part? Ça, effectivement, vous mettez le doigt sur ce qui est compliqué. Ah. Effectivement, en France, il est difficile de voir la direction dans laquelle on va. Vous regardez les programmes politiques, vous interrogez les Français, il n'y a pas l'équivalent de la conquête de la Lune. J'ai fait référence tout à l'heure à l'hédonisme. J'ai fait référence à notre système de protection sociale. Oui, c'est ce qui nous unit. Mais est-ce qu'on a une direction? C'est plus compliqué. Il n'y a pas de direction qui soit claire. On est en campagne électorale, en début de campagne électorale. Est-ce que vous voyez une direction dans les programmes? Difficile de voir une direction. Est-ce que les Français en sont responsables? J'en ai pas le sentiment. Je pense qu'on va avoir un bon taux d'abstention encore cette fois-ci. Donc il y a peut-être un décalage entre les programmes qu'on nous propose et les attentes des Français. Peut-être qu'on ne parle pas de leurs vraies questions. Peut-être qu'on ne parle pas des problèmes qui les préoccupent vraiment. Ça me va, Monsieur Zegerman. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Merci, monsieur Zegerman. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. J'ai un procès verbal, normalement, oui. Madame, la Cour devait entendre aujourd'hui la sociologue Kautar Archi, mais malheureusement, Kautar Archi est cas contact. C'est très trivial, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est pas du tout commun comme maladie. Voilà. Par conséquent, je vous demande l'autorisation de soumettre à la Cour et de porter à l'attention du jury une pièce à conviction
qui est une retranscription de l'audition de Madame Archi lors de l'instruction. Et je vais lire, c'est ça? C'est à moi de... D'accord. Afin de la porter à l'attention du jury, si vous le voulez bien. Très bien. Alors... Je pose les questions aussi, je fais tout? Vous pouvez... Non, mais décidément... Vous pouvez lire. Alors, Madame Archi, existe-t-il, à votre sens, une expérience de la France qui soit commune à tous les Français? Réponse de Madame Archi. Il me semble que dire la France implique un certain nombre d'ambivalences. Beaucoup de choses sont communes aux Français, mais chacune de ces choses est vécue à partir d'un point de vue et d'une position sociale spécifique. Il n'y a en somme rien que nous ferions tous en le faisant de la même manière ou selon le même plaisir ou selon le même coût. Très bien. C'est vos questions, ça? Ce sont mes questions, à laquelle Madame Archi répond qu'il n'y a pas d'expérience commune entre les Français. Alors, je parle au nom du procureur. Pourriez-vous... Non, c'est son procès-verbal. Pourriez-vous alors nous expliquer le rôle joué par les institutions de notre pays dans cette absence d'expérience commune? Réponse de Madame Archi. Plutôt que de dire simplement, trop simplement, notre pays, je parlerai plus volontiers d'État français. L'État français qui, je le rappelle, est historiquement marqué par le fait impérial et colonial, nous construit, nous limite ou nous autorise. Il nous soutient ou au contraire nous défavorise. Du point de vue de l'État, donc, l'absence d'expérience commune entre groupes sociaux n'est pas combattue, mais bien recherchée. Il importe que chaque groupe social se maintienne à la place qui est la sienne, dans les quartiers qui sont les siens, dans les écoles qui sont les siennes, au cœur des professions qui sont les siennes, etc., etc. C'est le principe même de la vie sociale, la distinction et la différenciation sociale. Madame Archi, parlons franchement, on écrit France avec une majuscule, comme si c'était une chose immuable. Pensez-vous que ce soit le cas? Madame Archi. En croyant que quelque chose qui serait la France existe précisément, immuablement, éternellement, on procède à une forme de naturalisation, voire de romantisation d'une entité nationale qui, au fond, est une construction politique, juridique, administrative, linguistique, culturelle. Cette construction s'inscrit dans une histoire très ancienne à l'intérieur de laquelle des valeurs, des croyances, des ordres se sont sédimentés jusqu'à produire un tout que l'on appelle aujourd'hui la France. Mais ce tout n'est pas sans orientation ou direction. Ce tout est par exemple dirigé vers l'idée selon laquelle la France incarne un destin exceptionnel, ce qui est une manière de taire les règles iniques, les violences, les inégalités, les hiérarchies qui sont au fondement de la construction nationale. Or, ce qui a été fait peut être défait, l'ordre des violences peut être supplanté par un espace d'égalité. Il ne serait pas trop tôt, mais je crois aussi qu'il n'est pas trop tard. Voilà. Je vous remercie, Madame la Présidente. Non, pardonnez-moi, Madame la Présidente, mais comme Monsieur le procureur n'a à peu près autant de respect pour la Cour que pour la vérité, il a tronqué ce PV. Ce n'est absolument pas l'intégralité des propos de Madame Archi. Je propose donc de verser à la Cour cette nouvelle pièce à conviction que je vous laisse également nous dire. Mais, Monsieur le procureur, vous avez vraiment fait ça? Oui, il a une conception de la justice très particulière, vous le verrez. Madame la Présidente, je n'ai jamais dit que c'était l'intégralité de l'audition de Madame Archi. Voilà, on a un rapport dans la vérité qui est digne de... Enfin bon, je ne dirai pas plus. Alors, je continue. Alors, s'il y a plusieurs expériences de la France, peut-on dire qu'il y a plusieurs France et qu'ils peuvent alors... Écoutez, mais c'est mal écrit. Alors, ça, il faut voir avec le ministère public. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité, pas la rédaction. Je crois que la phrase exacte est « S'il y a plusieurs expériences de la France, peut-on dire alors qu'elles peuvent cohabiter ?» Alors, Kautar-Archi. Comme je le disais, il n'existe qu'un seul État français et celui-ci entretient des relations distinctes aux populations. Par exemple, l'ISF est supprimé et le montant des APL est abaissé. C'est un exemple simple, mais qui dit bien que la coexistence n'est pas un principe magique, mais un horizon politique, porté par certains, absolument combattu par d'autres. Il importe donc de ne pas ignorer les dominations qui structurent l'existence sociale. Question : faut-il alors dissoudre la France pour lutter contre ces inégalités et les injustices ? Kautar-Archi. Je ne sais pas s'il faut dissoudre la France, mais je sais que nous n'irons pas vers un monde égal sans abolir le patriarcat, les classes et sans abolir la race. Il faut détruire pour reconstruire, il faut défaire pour refaire. C'est un horizon de transformation sociale et c'est la chose à mes yeux la plus désirable au monde. Dissoudre, c'est chimique. Abolir, c'est politique. Et c'est bien politiquement que nous devons agir et que nous sommes déjà nombreux et nombreuses à agir. Soit Madame Archi, mais une fois aboli, quel système politique devrait-on mettre en place? Croyez-vous seulement en la démocratie?
C'est une question de stratégie et j'aurais bien du mal à dire en quelques minutes que faire et comment le faire. À tout le moins, nous pouvons adopter un mot d'ordre qui indique un chemin, une direction, voire une issue de secours. Le mot d'ordre des socialistes, le mot d'ordre de socialisme par exemple, de communisme aussi d'une certaine manière, me semble intéressant. Il suggère un horizon émancipé où chacun, chacune peut n'être plus soumis aux lois de la naissance, de la richesse, de la filiation, du corps, etc. Le terme de démocratie est un terme que je maintiens, oui. Il y a une idée démocratique à laquelle je crois, l'idée que les sans-droits ont le droit d'avoir des droits, l'idée que les gouvernés peuvent s'auto-gouverner, s'autodéterminer, faire valoir aussi leur qualité de gouvernants. Fin de la retranscription. Au nom de la Défense, Madame la Présidente, nous vous félicitons pour cette lecture extrêmement vive et vivante. Et nous souhaitons également un prompt rétablissement à Madame Archi. Tout à fait. Et j'aimerais que pour la prochaine fois, ça se travaille un petit peu mieux parce que... vraiment. Kauta Archi dont on retiendra qu'elle pense qu'il n'existe pas. Non, alors vous ne mettrez absolument pas un mot de plus dans la bouche d'une personne qui n'est pas là pour se défendre. Voilà, Encore une fois, votre conception de la justice est éclatée au sol. Messieurs, ceci n'est pas un combat debout. Décrochez, je vous en prie. Il n'y a pas de problème. C'est Kauta Archi qui voudrait se plaindre de Monsieur le procureur. C'est possible, c'est possible. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut continuer ce procès? Très bien. Tout va bien, Madame la Présidente. J'appelle donc à la barre notre témoin suivant, Madame Dieynaba Diop. Madame Diop, bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. À quel titre êtes-vous venue répondre aux questions de la Cour? Bonsoir Madame la Présidente, merci de votre invitation. Je suis là en tant qu'enseignante et maire adjoint de la ville des Mureaux. Alors merci beaucoup. Avant que je ne vous confie aux griffes de nos magistrats, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Je le jure Madame la Présidente. Très bien. Monsieur le procureur, les témoins, est à vous. Merci Madame la Présidente. Ça va très bien se passer, Madame Diop. Je n'ai aucun doute, ne vous inquiétez pas. J'en mate des plus difficiles que vous en classe. Quel honneur. Madame Diop, quand on la regarde de loin, la France est un pays d'une grande mixité. C'est un constat qu'il est rassurant et plaisant de se faire. Mais quand on la regarde de près, la jeunesse française que vous voyez grandir aux Mureaux, celle à laquelle vous enseignez, est-ce qu'elle fait l'expérience d'une quelconque mixité? À quoi ressemble la France, en fait, pour ses enfants? Alors, effectivement, la France est une nation qui est métisse, comme vous l'avez rappelé, et qui est riche de sa diversité. Malheureusement, il faut quand même admettre que vous avez ce que j'appelle, moi, des zones où, effectivement, la mixité sociale n'existe pas. Et c'est ça, en fait, l'un des plus gros fléaux, à mon sens, aujourd'hui, qui empêche aussi les jeunes de faire cette expérience de la mixité que moi, j'ai pu connaître, parce que j'ai grandi dans les années 80. On était beaucoup plus mélangés qu'on ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, en raison, justement, de la politique de logement, à certains endroits, où on a mis ensemble des personnes qui avaient les mêmes problématiques sociales, parfois même les mêmes origines, on perd un peu ce qu'est la mixité. Et je crois que c'est un des problèmes majeurs que l'on peut rencontrer, mais pas seulement dans les quartiers. Vous avez aussi le même problème, le même phénomène quand vous êtes en zone rurale. Vous ne fréquentez que des personnes qui vous ressemblent, et donc du coup, les discours où on fait de l'autre la cause de vos problèmes, eh bien, il prend plus facilement parce que vous n'avez pas cet autre avec lequel vous vous confrontez, et donc du coup, vous vous êtes conforté par des discours qui vous disent que si vous n'allez pas bien, c'est la faute de l'autre. Et vous nous dites que dans les années 80, quand vous grandissiez, ce n'était pas la même chose. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu l'évolution à laquelle que vous avez pu observer? Moi, j'ai grandi donc à la Vigne Blanche, et effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir dire dans plein de langues différentes, il est temps de rentrer là. Les mamans, elles nous appelaient toutes par la fenêtre avec effectivement des langues différentes. On a fait cette expérience linguistique, mais aussi cette expérience sociale. Et on fait partie de cette génération où il n'y avait pas un déterminisme aussi fort. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'on sait très bien que lorsque vous arrivez avec un certain bagage, il est très difficile de s'élever socialement parce que l'école de la République ne permet plus aussi facilement un chemin
républicain où la promesse, elle est tenue. Et je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans des quartiers, dans aussi des zones périphériques ou rurales, où vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, finalement, vous avez un destin tout tracé dont il est difficile de vous échapper. On peut parler de ghetto? Oui, on peut parler de ghetto, et je crois que beaucoup en font le constat. Le fait est, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a des ghettos de riches, il y a des ghettos de pauvres. Moi, la question que je me pose, c'est quelle action aujourd'hui, concrètement, pour justement défaire ces ghettos, où qu'ils soient? Et en entendant l'action, les avocats vont hurler, mais cet enfermement que vous décrivez, est-ce que vous diriez qu'il génère en retour un repli? Et est-ce que ce repli, en fait, dans certains endroits, il peut aller jusqu'à la sécession, et ces endroits que la presse à scandale appelle tristement des zones de non-droit? Je crois que certains subissent un séparatisme. Ce n'est pas eux qui se séparent de la République. C'est que parfois, on les a séparés de la République. Et quand vous êtes enfant d'agriculteur au fin fond d'une zone où vous n'avez pas de service public, ou très peu, où vous attendez 2 heures pour avoir du transport, quand vous êtes dans un quartier où on vous assigne à résidence, ça aussi, ça pose un problème. Donc, il faut arrêter de mélanger un séparatisme voulu, une sorte de repli communautariste qu'il faut condamner, et un séparatisme subi, parce que les conditions dans lesquelles vous évoluez ne vous donnent pas la possibilité de faire autrement. Donc c'est logique en quelque sorte? C'est pas logique, mais en tout cas c'est un constat, mais c'est un constat qui ne doit pas être une fatalité. Je vous remercie, Madame Diop. Merci. Merci, Monsieur le procureur. Maître, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Madame Diop, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le correspondant de Fox News qui nous sert de procureur décrit un quartier comme un terrain vague où errent des gens qui ne peuvent être que des délinquants au fond. Pourtant, vous qui êtes aussi élu de ce quartier, où vous avez grandi, où vous travaillez, il s'est transformé ce quartier, comme vous le dites, grâce à l'action des pouvoirs publics. Il s'est transformé. Il y a eu justement ce désagrégement un peu des ghettos. Tout à fait. Nous avons eu la chance dans ma commune de travailler avec ce qu'on appelle le programme de rénovation urbaine, c'est-à-dire que nous avons cassé des tours, nous avons fait des écoquartiers, nous avons aussi travaillé à une plus grande mixité avec une politique de logement où justement on a permis aux personnes d'aller vivre justement ailleurs, dans des logements aussi de qualité. Je crois que l'environnement, il est important. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se sentir bien lorsque déjà l'environnement immédiat qu'ils ont leur rappelle tous les jours qu'ils n'ont pas les moyens de vivre dans quelque chose de beau. C'est aussi simple que ça. C'est aussi de l'accès à la culture, c'est du sport. Donc il y a un faisceau de services et de politiques publiques qu'on peut mener pour améliorer les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité. Revenons justement sur ces politiques, cette réalité du terrain que vous connaissez bien mieux. Suivez mon regard. Vous êtes élue de terrain et enseignante. Au quotidien, comment ça se passe? Est-ce que les gens vivent entre eux? Est-ce qu'ils s'aident? Est-ce qu'il y a une solidarité locale? Au fond, est-ce que malgré certaines de ces différences, en France, on vit quand même ensemble? Mais moi, je suis extrêmement fière de la solidarité française. Je pense que la pandémie, elle nous a apporté beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, mais je crois qu'elle a révélé la nature profonde des Françaises et des Français, c'est-à-dire cette formidable élan de solidarité. Moi, j'ai vu des petits de mon bâtiment faire du ménage et passer des coups de lingette sur les escaliers pour pas que les personnes plus âgées puissent tomber malades, faire des courses. Et puis, ça n'avait rien de communautaire. On a aidé tout le monde. On a mis en place justement un système pour imprimer les devoirs pour les familles qui n'avaient pas d'imprimante, etc. Donc, moi, je pense que l'une des plus belles choses que l'on a en France, c'est cette solidarité, c'est cette humanité. Et il faut arrêter de dire à ceux qui sont dans la précarité que finalement les autres vous détestent, qu'on n'est pas capable de vivre ensemble. Ça fait des siècles qu'on vit ensemble et ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je voudrais qu'on prenne un moment pour que le procureur entende cette phrase, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait lui être utile.
Les Mureaux ont ceci de particulier que vous êtes à la fois au contact d'une zone dite urbaine sensible et en même temps d'une France dite plus rurale et plus aux portes du Vexin, périphérique, aux portes du Vexin français. Vous êtes à portée de baffe, au fond, en tant qu'élu municipal, de cette jeunesse qui se sent oubliée, de cette France qui se sent désertée. Lorsqu'ils manifestent, nous parlions tout à l'heure des émeutes de 2005, nous parlions à l'instant des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils demandent, toutes celles et ceux qui manifestent? Est-ce qu'au fond, ils disent leur hostilité à la France ou leur volonté farouche d'y appartenir? Je crois qu'il ne faut pas confondre la colère et le dégoût. En fait, ce que disent les gens, c'est que ils sont en colère parce qu'ils ne voient pas d'avenir, parce qu'ils se sentent déclassés, parce qu'ils ont l'impression que tout se passe sans eux. Dans cette espèce de course effrénée à la mondialisation, ils ont l'impression qu'ils sont les grands oubliés parce que certains gagnent en 10 secondes ce que eux peinent à avoir en un mois et que la fin du mois, pour eux, c'est le 15, c'est pas le 25 et c'est hyper compliqué. Mais crier cette colère, crier ce désespoir, c'est pas dire qu'on n'a pas envie de vivre ensemble. Et je crois qu'il est important de ne pas oublier qu'avant tout, les Françaises et les Français sont fiers d'appartenir à cette nation et que le pays des Lumières ne doit pas sombrer dans l'obscurantisme. Même si, permettez-moi de le citer, même la zémorisation des esprits en ce moment est peut-être au paroxysme, eh bien moi je veux que l'esprit des Lumières prenne le pas comme il l'a fait au XVIIIe siècle. Et c'est ça qui fait notre force et notre honneur. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, Maître. Merci, Maître. Merci beaucoup, Madame Diop. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci à vous. J'appelle à la barre notre 4e et dernier témoin, Monsieur Loïc Blondiot. Monsieur Loïc Blondiot, bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Alors, pourriez-vous indiquer les raisons de votre présence aujourd'hui devant cette cour? Alors, je pense que si j'ai été invité à être auditionné devant cette cour, c'est parce que ça fait près d'un quart de siècle que je travaille sur les transformations des démocraties contemporaines et que je les observe en tant que chercheur. Je suis politiste de profession, j'enseigne la science politique à Paris 1 et je réfléchis à ce que pourraient être des innovations, des expérimentations qui pourraient essayer de faire en sorte qu'elles fonctionnent mieux. Et c'est précieux dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. À votre tour, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Oui, je le jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Bonsoir, Monsieur Blondiot. Bonsoir. Monsieur Blondiot, est-ce qu'une grosse partie en fait, du problème dont on discute aujourd'hui, il ne viendrait pas du fait que notre démocratie, elle n'est plus vraiment représentative et que du coup les problèmes des Français, ils peinent à remonter jusqu'à leurs gouvernants? Oui, alors en tant que politiste, on est habitué à traiter de la crise de la représentation. Elle est presque aussi ancienne finalement que la représentation elle-même. Et c'est-à-dire depuis un peu plus de 2 siècles, on parle de déficit de représentation des représentants. Mais il me semble que ce malaise, que ce trouble dans la représentation politique a atteint un niveau dans nos sociétés, et pas seulement en France, qui est extrêmement problématique. Alors, comment le caractériser? On a un problème évidemment de représentativité des représentants. C'est celui qui nous vient immédiatement à la pensée. Les caractéristiques sociales de nos représentants n'expriment pas l'ensemble des expériences, ou en tout cas ne permettent pas à ces représentants de porter les expériences, les intérêts, les formes de vie qui sont dans nos sociétés. Deuxième problème, il y a un problème de représentativité politique. Et je pense qu'en France, spécifiquement, ce problème est accentué. Comment ? Regardez les scores des différents candidats au premier tour de l'élection présidentielle. Le président de la République à venir, celui qui sera élu au second tour, obtient un peu moins d'un quart des suffrages, à peu près un quart des suffrages exprimés, un peu plus d'un quart, et par rapport aux inscrits, c'est encore moins, c'est 18%. Or, au second tour, il est élu négativement, c'est-à-dire que finalement, il est élu parce qu'on ne veut pas de son adversaire. Et dès qu'il est élu,
élu, il est censé pouvoir se prévaloir d'une légitimité qu'il n'a pas en réalité. Donc nos représentants ne sont pas vraiment représentatifs politiquement. Puis il y a un troisième problème qui me semble encore plus important et qui est de nature presque anthropologique, c'est-à-dire que la question de la représentation, qu'est-ce que c'est? C'est une fiction. Il faut que celui qui est représenté accepte que le représentant parle en son nom quand il n'est pas là. Aujourd'hui, cette fiction, elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire que les gens n'y croient plus à cette fiction. C'est-à-dire que celui qui ne vit pas les mêmes choses que moi, qui ne pense pas les mêmes choses que moi, puisse parler en mon nom, c'est quelque chose qui est insupportable ou qui est difficilement acceptable. Et nous sommes passés d'une situation où les gens se disaient « nous ne sommes pas représentés ». Souvenez-vous des indignés « vous ne nous représentez pas », des 99% contre les 1%, à une formulation qui pourrait être « nous ne sommes pas représentables ». C'est-à-dire que personne ne peut parler en mon nom sans moi. Et on va même jusqu'à dire, certains de mes collègues parlent de revendication, non pas de représentativité, mais de non-représentativité. Si on regarde les mouvements sociaux, les gens parlent en leur nom. Ils ne parlent plus au nom d'autres qu'eux-mêmes. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que nos démocraties fonctionnent depuis la Révolution française à la représentation. Sans la représentation, ça ne fonctionne plus. Sans cette croyance, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ben non, ça ne fonctionne plus. La force est de constater que nos institutions, celles de la démocratie représentative, alors rappelons quand même les circonstances de leur naissance. Elles sont nées à la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France, et elles ont été inventées par des gens qui n'aimaient pas la démocratie, qui voulaient que le pouvoir soit confié à des gens qui étaient supposés plus compétents, plus sages que le reste de la population. Ces institutions, me semble-t-il, elles sont à l'agonie parce que les citoyens, évidemment, ne se reconnaissent plus dans les formes traditionnelles de la représentation. Nos institutions, elles reposent sur quoi? Elles reposent sur un Parlement. Je ne crois plus qu'aujourd'hui les gens croient encore que le Parlement est le lieu où s'exprime la volonté générale, où peut effectivement s'élaborer une forme de légitimité supérieure. Les partis politiques sont à l'agonie, très clairement. Ils ne représentent plus cette interface qui existait entre les citoyens et la société. La presse est une institution de la représentation. Elle contribue à la représentation que la société se fait d'elle-même. Et elle-même, et d'une part, les formes classiques de cette presse sont contournées par les réseaux sociaux notamment, et il y a un doute, une suspicion de la part des citoyens sur la capacité de la presse à présenter une définition contradictoire de la réalité. Et de fait, la concentration de cette même presse, me semble-t-il, aux mains d'un certain nombre d'acteurs qui ont des intérêts, qui ont un agenda, pose problème. Donc je vais dans votre sens, monsieur le procureur. Il est minuit moins une pour les démocraties représentatives. Et je suis très heureux que vous alliez dans mon voilà, sens. En fait, non, c'est pas vrai. Je ne suis pas du tout heureux que vous alliez dans mon sens en vérité, monsieur Blondiot. Néanmoins, si, comme vous le dites, nos institutions ne fonctionnent plus du tout, est-ce que les Français ils sont en mesure de compenser ça par eux-mêmes, c'est-à-dire en débattant entre eux? Est-ce qu'il y a les conditions d'un débat public? Est-ce qu'elles sont réunies, ces conditions d'un débat public? Alors, oui et non. Force est de constater que dans les espaces aujourd'hui où se construit l'opinion publique, où se déploie le débat public, il y a une difficulté de plus en plus grande à assurer une qualité de délibération qui permette aux citoyens de se construire un jugement collectif. Si on regarde les réseaux sociaux, si on regarde les formats des plateaux, des émissions télévisées même classiques, sur les chaînes classiques, si on regarde le Parlement, on voit bien que ça n'est pas là qu'une délibération. Or, l'idéal délibératif, il est fondamental pour la démocratie. Il est aussi ancien que la démocratie elle-même. Périclès, dans les propos que Thucydide rapporte dans son éloge des Athéniens, disait « Nous, ce qui nous différencie des autres cités athéniennes, c'est le fait que l'on discute avant d'agir, alors que les autres agissent. Et c'est pour ça que nous sommes plus forts d'un certain point de vue. C'est la qualité de la délibération. La force est de constater que cette qualité, cette
délibération est en train de s'appauvrir du fait de formats qui valorisent le spectacle, qui valorisent la contradiction. Et puis, dernier point, la démocratie, c'est ce régime où le conflit est institutionnalisé, mais où l'autre n'est pas un ennemi, mais un adversaire, c'est-à-dire où il y a quand même à l'horizon la possibilité de dépasser nos conflits. Aujourd'hui, je pense que cet horizon, il est quand même largement obscurci, et ce qui compte, c'est de faire taire l'autre, c'est de l'humilier, et ça, c'est très compliqué pour la démocratie, objectivement. Monsieur le procureur, votre dernière question et donc la dernière réponse, rapidement. Je suis beaucoup trop long, madame. Mais c'est bien parce qu'on parle de choses très intéressantes. D'accord. Quand les conditions matérielles de la démocratie, je ne le regarde pas, quand les conditions matérielles de la démocratie sont ainsi mises à mal, monsieur Blondiau, est-ce qu'il n'y a pas danger d'un glissement au bout d'un moment ? Ce glissement, il est déjà en train de s'opérer. Le premier des témoins à propos de l'Inde montrait effectivement ce processus de glissement, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des coups d'État. On a affaire à des démocraties qui, progressivement, du fait de restrictions apportées aux libertés, du fait que, d'un certain point de vue, les gouvernements étant moins légitimes, ils sont obligés, pour imposer leur volonté, pour imposer leur pouvoir, de recourir à des dispositifs de plus en plus autoritaires. On assiste à ce processus. Mais là, ce qui est à nos portes, on l'a vu aux États-Unis le 6 janvier, le 6 janvier, l'assaut contre le Capitole a pour moi été un moment décisif, c'est que le fascisme est là. Et Albert Camus disait déjà, quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ça n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Et là, le fascisme, il est là, objectivement, et c'est un problème. Voilà. Un minimum de respect, peut-être oui, s'il vous plaît. Maître Kouchner, un minimum de respect pour la Cour. J'en ai terminé, Madame la Présidente, c'est bon. Enfin, maître. J'appuie les propos du témoin, Madame. Oui, non, mais c'est à vous, mais vous n'avez pas besoin d'insulter le procureur. Ah, mais je n'insulte personne. Il faut avoir le courage de ses tout le monde opinions a politiques. Compris. S'il vous plaît. Vous n'avez plus besoin de moi ? Si. Ah si, oh là là. Si. Donc, maître, le témoin est à vous. Oui, et d'ailleurs, nous allons nous lever ensemble, Madame la Présidente, mon confrère et moi-même, parce que nous croyons au collectif et nous allons interroger le témoin ensemble. Tant que vous tenez vos temps. Exactement. Eh bien, on entend bien, Loïc Blondiau, que nos institutions ne sont pas très en forme, voilà. Qu'il y a aussi des oubliés, on le disait tout à l'heure. Est-ce que ça signifie pour autant qu'en France, la démocratie est moribonde et n'existe plus nulle part? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des ferments démocratiques en France? Ça, c'est la bonne nouvelle. Après les mauvaises nouvelles, la vraie bonne nouvelle, c'est lorsque on adopte une définition élargie de ce qu'est la démocratie. La démocratie, ça n'est pas que des institutions, ça n'est pas que des règles, ça n'est pas que du droit. Ce sont aussi des formes de vie collectives. Alors on voit bien que par certains côtés, ces formes de vie se dégradent dans l'incapacité à débattre que l'on constate dans certains lieux, dans l'intolérance à l'opinion de l'autre qui se donne à voir, mais il y a des formes de vie qui renvoient à l'idéal démocratique. Lorsque des citoyens s'organisent, s'auto-organisent à l'échelle locale pour répondre à un problème, pour compenser l'inaction des services publics, quand ils recherchent finalement des formes de coopération horizontale, on voit que la recherche de cette démocratie, elle est omniprésente dans des tas d'expériences aujourd'hui, dans les territoires principalement. Parce que, en fait, une des grosses évolutions de notre démocratie, c'est que les gens, par dépit, par frustration, par renoncement à changer les institutions, en particulier à l'échelle nationale, sont en train de se dire, finalement, si on refaisait cette démocratie à l'échelle locale. Et on l'a vu avec les listes municipalistes en 2020. Alors certes, dans un très fort contexte d'abstention, il y a eu plusieurs villes, certaines relativement importantes, qui ont été gagnées par des coalitions de citoyens, c'est-à-dire hors des partis politiques et qui ont cette ambition de recréer la démocratie. Donc il faut y croire parce que la démocratie, elle est toujours présente dans, je dirais, dans les aspirations, dans les croyances. Les citoyens n'ont pas renoncé à la politique.
en tout cas dans leur très grande majorité, y compris les jeunes, dans les enquêtes, très clairement, ils continuent à s'intéresser à la politique, mais les formats politiques qu'on leur propose ne les convainquent plus, et le débat politique et les institutions politiques telles qu'elles se donnent aujourd'hui ne les attirent plus très clairement, et au contraire finissent par les dégoûter un peu. Ça veut dire que vous croyez à ce ferment démocratique qui pourrait donc infuser finalement par le bas la démocratie française? Moi, je crois, parmi les croyances que je peux avoir en tant que politiste, je crois à l'intelligence collective. C'est-à-dire que je crois que c'est une notion qui a été dénigrée, qui est considérée comme irénique, un peu utopique. Mais moi, je l'ai vu à l'œuvre, par exemple, dans une expérience que j'ai accompagnée, que j'ai suivie, et à l'organisation de laquelle j'ai participé, qui est la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort, avec des opinions différentes, des avis, des compétences très inégales, qui, parce qu'ils ont été embarqués dans un format qui favorisait une qualité de délibération, qui leur donnait du temps pour apprendre à se faire confiance et pour maîtriser les enjeux, ont réussi à se hisser non seulement à la hauteur des représentants qui sont payés pour ça, qui sont censés être qualifiés pour ça, mais ont produit des contributions que d'aucuns ont jugées meilleures que celles des propositions politiques, que celles qui jusqu'à présent avaient été proposées par les assemblées. C'est en ça que je crois. Et dupliquer cette expérience, et puis montrer qu'à d'autres échelles, de façon moins spectaculaire, on parvient aussi à ce type de résultats, c'est-à-dire à des décisions à la fois plus légitimes et plus efficaces, c'est-à-dire plus à même de répondre aux problèmes qui se posent. C'est ça la démocratie, c'est finalement essayer de résoudre ensemble, dans nos différences, des problèmes. Et en fait, si on s'appuie sur les citoyens, à condition évidemment d'y mettre les moyens et de réguler ces processus de délibération, on peut y arriver. Et ça, j'y crois de plus en plus. Merci Loïc Bandieu de nous donner espoir en la France. Je crois que mon confrère a encore une question à vous poser. Merci. Maître Kouchner, votre Deux questions rapides, Madame la Présidente. En 2 minutes. Vous nous parliez à l'instant de localisme, justement, de cette demande de démocratie en circuit court. Ouais. Est-ce que c'est une solution pour tous nos problèmes? C'est-à-dire, est-ce que la solution, c'est l'ultra-local? Non, évidemment non. C'est-à-dire que ça supposerait que tous les territoires soient à égalité, s'engagent dans les mêmes processus au même moment. Et puis, ce que l'on constate, c'est qu'à l'échelle nationale ou à l'échelle même supranationale, il y a des pouvoirs qui continuent d'agir et qui peuvent contribuer à empêcher que ces expériences locales aillent très loin. Donc non, je pense qu'il ne faut absolument pas abandonner le terrain de la politique nationale, c'est capital. Et alors justement, pour la revivifier, pour rendre nos institutions un peu plus démocratiques, est-ce qu'il faudrait dissoudre la France, faire un grand soir, une nouvelle constitution, ou est-ce qu'il peut y avoir des avancées, des innovations dont vous êtes le spécialiste, qui peuvent permettre justement de raviver cette démocratie? Il y a plusieurs stratégies. Alors, je pense que la stratégie révolutionnaire, c'est-à-dire celle qui consisterait à prendre le pouvoir d'une manière non démocratique, elle serait tellement contradictoire en elle-même qu'elle ne serait pas supportable. C'est-à-dire, imaginons un grand homme qui nous dit « je vais faire advenir la démocratie » et qui se comporte comme tel, ça c'est un vrai problème. Donc, mais la stratégie, par exemple, d'une arrivée au pouvoir qui aboutirait à un processus constituant participatif comme le Chili l'a vécu, ça c'est quelque chose auquel je crois, c'est une option possible. Et sinon, il faut, d'un certain point de vue, expérimenter des formes de représentation complémentaires. Et par exemple, avec des collègues, nous avons projeté un schéma d'assemblée citoyenne du futur, tiré au sort. Je sais que, je savais d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois que je pratique Xavier Gorce, je savais qu'il n'était pas forcément sur la même longueur d'onde que moi. Ne vous laissez pas distraire. Pardon, pour ceux qui nous écoutent... Je respecte tout à fait son point de vue. Pour ceux qui nous écoutent, on a mis en place une petite dictature locale à échelle plus humaine. Voilà le dessin de Xavier Gorce. Vous nous parliez de manière, de petits projets, de choses concrètes qui pourraient revivifier notre démocratie. Est-ce qu'on peut penser d'autres formes de vote, par exemple?
Ah oui, alors là, pour le coup, je suis un militant, là, pour cette fois-ci, pas en tant que chercheur, mais je suis un militant de modèles alternatifs de vote qui ne nous obligeraient pas, tous les 5 ans, à voter contre notre propre volonté, c'est-à-dire à voter de manière stratégique, à voter utile. C'est le vote par jugement majoritaire. Et bon, je mets ça sur la table, on n'a pas le temps de développer, mais pour moi, si on changeait nos manières de voter, on aurait peut-être une chance d'avoir une démocratie un peu plus mature. Pas de grand soir et d'autres moyens. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, Maître. Merci, Loïc Blondiot. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, cher jury, nous avons entendu tous nos témoins. J'espère que vous avez été attentifs. Voici venu le temps des conclusions. Monsieur le procureur, vous avez 5 minutes pour votre réquisitoire. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, je m'étais fait une grande joie de m'adresser à vous aujourd'hui depuis ce plateau. Loin de moi l'idée de failloter, mais pour moi, Radio France, c'est vraiment une des plus belles choses que ce pays nous ait offerte et je mesure, croyez-moi, l'honneur qui m'est fait. Néanmoins, pour ne rien vous cacher, me faire traiter de fasciste depuis 1 heure, par périphrase ou non, commence à me courir sur le système. C'est une insinuation qui est d'autant plus agaçante qu'elle est non seulement terriblement stupide, elle est aussi désespérément symptomatique du niveau abyssalement bas où est tombé le débat autour de la question qui nous intéresse ce soir. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que la France va mal, vous êtes un fasciste parce qu'on part du principe que vous sous-entendez que c'est la faute des jeunes des banlieues, que c'est la faute de l'analyse intersectionnelle, que c'est la faute des gilets jaunes. Mais si vous dites que la France va bien, eh bien vous êtes aussi un fasciste parce qu'on part du principe que vous n'en avez rien à foutre des jeunes des banlieues, que vous n'en avez rien à foutre des discriminations de genre et que vous n'en avez rien à foutre des gilets jaunes. Et avec ce double axiome digne des plus grands génies, eh bien finalement il n'est guère surprenant que la conversation elle tende à tourner en rond, alors que pourtant il y aurait des choses à dire, des choses importantes, des choses graves, des choses qui mériteraient qu'on se sorte un peu la tête du sable, parce que le fascisme, le vrai, il progresse. Et parce que la vérité, mesdames et messieurs, c'est que la France, elle est en train de mourir. 3 ans et demi d'état d'urgence, tout le monde s'en fout. La moindre manifestation encadrée par des hommes en armes est systématiquement dispersée à coups de gaz lacrymogène, et tout le monde s'en fout. 9,5 millions de Français, 9,5 millions, c'est 1 Français sur 7 sous le seuil de pauvreté, tout le monde s'en fout. Des Français qui naissent, vivent, meurent dans des ghettos de pauvres à moins de 40 km d'ici, et tout le monde s'en fout. Un agriculteur qui se suicide chaque jour, et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, c'est pas de l'emphase, c'est pas de la rhétorique, tout le monde s'en fout. Sauf quelques êtres de lumière qui sont assis là. Mais tout le monde s'en fout. La liberté, l'égalité, la fraternité, ce sont là les organes vitaux de notre pays qui sont en train de s'éteindre, les uns après les autres, de lâcher prise. Et le cœur démocratique, eh bien, il ne bat plus que très faiblement. La France, en fait, c'est une vieille dame qui a vécu une longue et belle vie et qui est en train de s'éteindre. C'est triste, mais comme quand un proche s'éteint de cause naturelle, ce n'est ni bien ni mal. En fait, c'est juste la vie. Et la seule chose à faire, c'est le deuil. Or, ce que je vois autour de moi, ce sont des gens qui refusent de faire ce deuil. Voilà ce que sont ces colères dont vous entendez l'écho et qui vous font si peur, qu'elles soient de gauche, de droite, d'ailleurs. Elles disent toutes la détresse de vivre dans une France sénile qui maltraite ses enfants parce qu'elle ne les reconnaît plus. Elles disent toutes la même angoisse d'un après qu'il faudra pourtant bien affronter. Voilà ce que sont aussi les sécessions sur lesquelles la défense refuse d'ouvrir les yeux de peur d'y voir son reflet. Celle des quartiers difficiles, bien sûr, mais aussi celle des ZAD, celle de ces cadres parisiens qui partent vivre dans le Perche, celle de vos amis qui ne votent plus parce que ça ne sert plus à rien, celle des parents de ces 50 000 enfants qu'on n'envoie plus à l'école. Toutes disent le déni, la fuite en avant, le refus de faire face ensemble. Parce que c'est aussi ça le deuil. Se rassembler pour faire face
Et celles et ceux dans la salle qui ont perdu des proches savent l'étrange bonheur, l'étrange chaleur qu'on peut ressentir en étant réunis dans un moment pareil, même s'il est tragique. À l'inverse, refuser de faire le deuil, refuser d'admettre la réalité, même si elle est difficile, c'est ça qui fait sombrer dans la névrose. Et cette névrose, c'est celle que nous voyons poindre parmi nos concitoyens. Alors je vous en conjure, mesdames et messieurs, prononcez la dissolution de cette France, convoquez des États généraux. Nous l'avons fait déjà, nous pouvons le refaire. Ce qu'il en sortira, personne ne peut le dire. Une kyrielle d'États, des parlements, des rois, une utopie agraire, ce sera notre choix. Affrontons cet avenir. Sans le courage de nos ancêtres, il y a un peu plus de 2 siècles, nul ne sait où nous en serions aujourd'hui, nul ne sait qui nous gouvernerait. Faisons donc de ce même courage aux générations futures. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Le dernier mot étant à la défense, nous allons entendre la défense. Maître De Cocker, c'est vous qui démarrez, c'est ça? C'est bien ça. Eh bien, écoutez, vous avez également 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, j'apprécie beaucoup le cheminement intellectuel qui vous a amené à faire appel à une avocate venue de Belgique pour défendre les institutions françaises. C'est vrai qu'on est le premier pays quand même à avoir battu l'Irak en termes de jours passés sans gouvernement, ce qui me confère à la fois un rôle de repoussoir et une forme d'expertise en bordel institutionnel en tout cas. Mais l'ironie de cette histoire, c'est que si nous avons passé tant de jours sans gouvernement fédéral, c'est sans doute parce que nous sommes un pays un tout petit peu plus démocratique que le vôtre. Chez nous, on n'élit pas de président, mais un parlement très pluriel dont doit émerger une coalition gouvernementale. On est donc dans le compromis permanent. Et devinez quoi? Eh bien, en Belgique, les gens ne sont pas contents non plus. Ils ont le sentiment de ne pas être représentés. Alors, finalement, est-ce que ça ne serait pas un sentiment particulièrement intrinsèque à la démocratie, ne jamais être content de ce qu'on a, ce que Claude Lefort appelait l'institutionnalisation du conflit, comme nous le rappelait Loïc Blondiot? En fait, particulièrement en ce moment, on est mécontent absolument partout. Alors sans doute, je vous l'accorde, on est encore plus mécontent en France. Non pas parce que vous êtes plus malheureux, mais tout simplement parce que vous êtes français. On sent, par exemple, très nettement chez vous, monsieur le procureur, un certain plaisir d'être en colère. Alors, moi, je ne vous juge pas, c'est très bien. Peut-être même que vous devriez aller encore plus loin en proposant d'inscrire sur le fronton de toutes les mairies « Vous n'aurez pas ma liberté de râler », pour paraphraser le poète. Mais est-ce qu'il faut pour autant tout casser quand on est en colère, comme un enfant à qui on a refusé son 28e dragibus de l'après-midi? Je ne sais pas. Sans doute, ce mécontentement permanent est une part de ce qui vous rassemble, les Français. Ce qui vous rassemble, surtout, on l'a bien compris, c'est aussi votre attachement, non pas au Panthéon, ni à l'école républicaine ou à Victor Hugo. Non, ce qui vous rassemble, c'est votre attachement à la Sécu. Ok, pas de problème avec ça. Finalement, est-ce que la Sécu, ça ne serait pas par hasard le plus beau projet politique du monde? Un grand pot commun qui vous permet de prendre soin des uns et des autres quand quelque chose ne va pas. Dieynaba Diop nous le confirmait, même dans un quartier particulièrement sinistré des Mureaux, la solidarité, elle est là, elle est pleine de vitalité et elle rassemble tout le monde. Alors on ne va pas le nier, le pot commun, il est un peu fissuré. Il faut réparer, sans doute, amener plus de participation dans la décision, reconstruire peut-être des lieux de vie dignes de ce nom, prouver à tous les Français, quelle que soit leur couleur, leurs racines, leur religion, leur genre, qu'ils sont des citoyens comme les autres, soigner cette détresse sociale à la base de toutes les colères. Alors oui, il y a beaucoup de choses à réparer dans vos institutions, mais de grâce, monsieur le procureur, ne cassez pas tout. C'est ça le pays que vous voulez léguer
à vos générations futures, puisqu'on est là en leur nom. Écoutez, on a tout cassé, maintenant débrouillez-vous. Il me semble que c'est exactement ce qu'on a fait avec la planète, tout casser et laisser le soin aux générations futures de réparer nos erreurs. Les générations futures, elles vont déjà bien galérer avec un climat tout bousillé, alors peut-être qu'on pourrait éviter de faire la même chose avec la France, être en fait juste un peu responsable. Oui, parce que n'oubliez pas quand même, monsieur le procureur, que votre France dissoute, elle va quand même continuer à avoir plein de problèmes que votre dissolution n'aura pas arrangé, hein, le climat, le Covid-19. Tiens, d'ailleurs, moi qui depuis 2 ans dois payer 55 € à chaque fois que je fais un test PCR, je vous promets que de l'extérieur, on est un tout petit peu jaloux de la façon dont la France gère cette crise. On vous envie, on vous admire, même depuis l'étranger, la France fait rêver. Ce qui nous rappelle aussi que la France reste la première destination au monde pour les touristes. Alors, c'est peut-être pas le sujet du jour, non, mais ça se traduit quand même économiquement avec une part importante du PIB généré par le tourisme. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que la France est aussi une marque qui rapporte de l'argent, et cet argent, il finance la Sécu. Vous voyez, je sais comment vous parlez. Alors, de grâce, mesdames et messieurs les jurés, ne dissolvez pas la France, permettez-nous de continuer à rêver d'elle et faites-la encore plus belle, non pas pour les touristes, mais pour vous et pour les générations futures. Merci de votre attention. Merci, merci Maître de Cocker. Alors, est-ce que la Belgique nous montre le chemin pour regarder la France avec objectivité? La suite nous le dira. Maître Kouchner, c'est à vous de conclure. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Alors moi, je connaissais Doctissimo qui vous diagnostique un cancer au moindre ongle incarné. Il y a désormais le procureur Pinault qui a une solution pour tous vos problèmes, la dissolution. Alors, il dit qu'il est un peu fatigué, qu'il est un peu déprimé. Moi, je comprends sa lassitude. C'est pas facile de se rêver Robespierre et de se réveiller Dominique de Villepin. Alors, il nous promet des États généraux. C'est bien, des États généraux, ça sonne bien, les États généraux. Moi, je propose le Grenelle du Beauvau du grand débat national. Et ça va claquer aussi. Et on sent bien d'ailleurs qu'il peut y avoir une autre solution que le ministère public ne nous dit pas, tant elle est révolutionnaire. On sait ce qui va advenir de ce grand moment de concertation nationale. Un numéro vert. Non, en fait, la seule chose que le procureur a démontré, c'est qu'il est à la justice ce que Francis Lalanne est à la chanson, à la médecine et à la pensée politique. Il y a d'ailleurs, dans son appel au grand mirage de la refondation, une tactique sournoise et une réelle compromission morale. Selon lui, il faudrait dissoudre pour refonder, c'est-à-dire, au fond, tuer pour mieux soigner. C'est plus de la justice, c'est de la médecine médiévale. Et alors, rendez-vous bien compte du twist, de l'ignominie absolue de ce qu'il nous propose. Il faudrait se servir des souffrances réelles de la France pour mieux la condamner. Mais personne ici dans cette cour, ni même ici parmi vous, j'imagine, ne nie les fractures sociales, les fractures françaises, nos injustices et nos failles. Il parlait à l'instant des agriculteurs et des plus pauvres, oui. On pourrait y rajouter les étudiants précarisés, les femmes violences de victimes sexistes et sexuelles, les seniors isolés, les enfants placés, abandonnés. Mais la seule possibilité d'agir contre ces drames, c'est l'action conjointe des pouvoirs publics et des citoyens. Ça a un nom, ça s'appelle la solidarité nationale. Et c'est justement donner les moyens aux enseignants d'enseigner, aux soignants de soigner et à la justice de la rendre. C'est ça le projet de la France. Et au moment où nous avons le plus besoin d'être unis et solidaires, il nous faudrait renoncer à tous nos liens. Non mais non seulement c'est complètement contre-productif, mais c'est aussi une faillite morale. Plutôt que de soigner ces plaies vives, il nous faudrait nous dissoudre pour revenir à quelque chose de chimiquement pur. Et on sent bien là le désir d'avoir un groupe social plus cohérent, moins bouillonnant, peut-être même plus homogène. La volonté, au fond, de retrouver des liens locaux plus forts, plus directs, plus choisis. C'est ça, le projet du ministère public. Une société d'autant plus morcelée qu'elle est écartelée, mais c'est pour son bien, un vivre ensemble à la carte,
Un pays où l'on pourra se structurer du territoire au terroir et du terroir au terrier. Au fond, le Jean-Michel premier degré du prétoire, il prend fraternité au pied de la lettre, moi et mon frère. Sa France, ce sera chacun pour les siens, et si possible chez soi, c'est tout simplement le contraire d'une démocratie. La liberté de la démocratie, elle a un corollaire, un inconfort nécessaire, celui de cohabiter avec des gens qui sont différents de soi. Cela implique, on l'a vraiment dit, de ritualiser les désaccords et de débattre pour décider ensemble. Et ma consoeur belge nous le disait, bon, chez nous, c'est un peu le bordel. Mais au fond, la France, ce n'est pas un vernis qu'on dissout quand on déborde. Et elle déborde, la France. Elle déborde sur ses ronds-points, elle déborde de nos cités, elle gueule des cris à en réveiller Marianne, des colères à en faire trembler les pavés, et des débordements, parfois aussi à en faire oublier les causes. Mais dans aucun de ces cortèges, ni même jamais dans cette cour, vous n'avez entendu quelqu'un en appeler à la fin de la France. Au contraire, plus que jamais, on l'espère. On lui demande de faire vivre sa promesse, on lui demande d'être à la hauteur d'elle-même, on lui demande tout simplement d'exister. Après tout, comme l'indiquait Bernanos, il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre. Et moi, je pense aussi à Guitry qui nous disait « c'est plein de disputes, un bonheur ». Et même à Christophe Mahé qui nous disait « il est où le bonheur, il est où ?» Et il disait « il est là ». Eh bien oui, nous sommes une nation remuante et insatisfaite. La France, au fond, c'est autant notre horizon commun que notre moyen. Nous la cherchons et nous la défendons en remontant inlassablement de nation à république, de ce si beau trajet que nous avons hélas aussi marqué de nos larmes quand certains ont voulu dissoudre notre lien à coups d'AK-47. Car notre union, notre bordel, aussi imparfait soit-il, a des ennemis. Et les seuls à vouloir vraiment dissoudre la France, ce sont des fascistes subjugués par un pétainiste qui hurle au suicide de la France en espérant mieux la gouverner, et les terroristes islamistes qui viennent nous assassiner car il y a tant de vie et d'espoir dans nos engueulades qu'ils en ont la trouille. Alors, je sais que le procureur n'est pas leur allié. Il n'est pas l'assassin de la France. Non, c'est juste son croque-mort. Mais vous, mesdames et messieurs les jurés, rien ne vous oblige à avoir un rôle aussi funeste. Alors je sais que l'époque n'est pas à l'espoir, que le fond de l'air du temps est plutôt au bruit de bottes et peut-être même aux tempêtes de l'histoire, mais quand le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et de vivre, au fond, ces mots si fragiles qu'ils ont changé le monde et qui sont notre projet, notre base et qui sont notre pays. Oui, le notre projet m'a échappé. Je reviens, notre base, notre pays, notre rêve. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Mesdames et messieurs les jurés, il n'y a que les morts qu'on peut dissoudre. Et la France n'est pas morte. Et maintenant, elle n'a besoin que d'une seule chose, que l'on croie en elle, à nouveau. Et ça commence ce soir, et ça commence avec vous. Merci. Voilà donc pour la plaidoirie du remuant Alexandre Kouchner, un parfait français finalement. Merci, Madame la Présidente. Chers jurés, l'heure du verdict est arrivée et une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de rallumer vos téléphones portables. Allez. Profitez-en, ça n'arrive pas souvent. Hop. Vous avez donc ici un QR code. Tout le monde sait ce que c'est. Non, vous ne pouvez pas voter, maître. Vous... Ah, je crois pas. Pardon, Madame la Présidente, je m'oublie. C'est quand même moi qui décide. Alors, vous savez maintenant comment ça fonctionne, vous êtes habitués depuis 2 ans. Un QR code, ça se flash avec vos appareils photo, et un lien doit s'afficher sur le téléphone. Vous cliquez sur ce lien, et vous répondez maintenant à la question qui vous est posée. Voilà, sur la base des arguments que vous avez entendus ce soir, et évidemment dans l'intérêt des générations futures que vous représentez, faut-il, oui ou non, dissoudre la France? Non, ne faites pas des clins d'œil, maître, il ne se passera rien. Je ne peux pas voter, vous non plus. Et arrêtez de remuer. Allez.
normalement, l'huissière avec un E, puisqu'ici on respecte l'identité de genre. L'huissière, maître Sarah Jacob, devrait pouvoir me remettre d'ici quelques instants vos votes. Et la... Madame la Présidente, oui. Pendant que nous attendons les Tout à résultats fait. très officiels, est-ce qu'il m'est permis, s'il vous plaît, de remercier au nom de la Cour nos témoins et nos invités de la journée, s'il vous plaît? Évidemment. Merci beaucoup. Évidemment, merci à nos invités. Et alors, petite précision quand même, hein. Le procès... S'il vous plaît, Madame la Présidente. Oui. Précisez donc. Alors... Pardon, je ris des lectures que nous propose Xavier Gors. Alors, une petite précision quand même. Le procès auquel vous venez d'assister, bien entendu, est une conférence spectacle. La conférence, donc, ce sont les témoins que vous avez entendus, qui nous ont partagé leur point de vue. Le spectacle, c'est nous, la Cour, dont en particulier Alexandre Kouchner, Charlotte de Cocker et Louise Pignot. Louise Pignot, Madame la Présidente. Si en plus... Monsieur le procureur, j'écorche votre nom, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression d'être un de ces étrangers à qui on reproche de dissoudre aujourd'hui. Cela n'engage que vous. Alors, ce qui veut dire que c'est important que les points de vue défendus par nos magistrats ne reflètent pas nécessairement leur véritable avis. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'envoyer des menaces de mort au procureur ni à nos avocats. D'autant plus qu'on les a déjà reçus. Voilà. Ils sont habitués. Ils sont habitués. Alors, revenons au verdict. À la question, mesdames et messieurs les jurés, faut-il dissoudre la France? Vous avez répondu non à 75%. Le tribunal pour les générations futures décourage donc la dissolution de la France. Peut-être s'agira-t-il, mais c'est un long chemin peut-être à emprunter, d'être en capacité de construire des passerelles entre les discours, les positions et de faire en sorte de créer cette république achevée où liberté, égalité, fraternité ira bien plus loin en fait que le simple slogan au fronton de nos mairies et de nos écoles. Merci à tous. Merci, mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à la Cour, merci à nos invités, merci aux jurés. Merci beaucoup de votre accueil. Et merci à notre présidente, Madame Nora Amadi. Nous passons tout de suite d'une autorité à une autre, puisque c'était Nora Amadi qui présidait. C'est maintenant Madame la directrice de France Culture qui reprend le plateau. Merci beaucoup Alexandre Kouchner. Mais moi, je vais rien présider du tout. C'était votre talent ce soir, les uns et les autres, l'une de présider, l'autre de défendre, d'autres attaquer, de témoigner. Merci infiniment pour ce premier tribunal dans le cadre de la Maison de la Radio et de la Musique, France Culture, Arte et vous, Ouzbek Erika. Félicitations. Merci. Bon, évidemment, vous laissez le mobilier. Hein. Oui, il est joli. Hein. Oui. Oui, il est joli. Et Nora Amadi, qui est aussi sur Arte et sur France Culture, elle sait bien qu'on a besoin de jolis bureaux. Voilà. Donc, je crois qu'on doit le rendre néanmoins. Alors, je vous dis en 2 mots ce qui va se passer. Là, pendant quelques minutes, comme ils ne sont pas très sympas et qu'ils veulent repartir avec les bureaux, on va ranger les bureaux, on va ramener notre super mobilier de la Maison de la Radio et de la Musique. Et puis, dans un quart d'heure, vous aurez droit, en lien avec les États-Unis, à une masterclass d'idées autour du thème du récit et de comment on met en récit les idées. C'est un sujet qui vous est familier. Et puis à 21h, un spectacle vous attend, la mise en scène
J'aurai l'occasion de vous raconter tout ça, la mise en scène d'une grande conférence qu'avait donnée l'astrophysicien et philosophe Aurélien Barraud en 2019 à Lausanne sur l'état de la planète. Et puis on finira à 22h avec un documentaire conférence sur les neurosciences avec Albert Moukébert. En attendant, on va ranger les bureaux et on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite.